Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo donc, qui va nous servir de retour sur la saison 1 d'Enquête de Paranormal parce que on a fait des enquêtes, dont j'en ai fait une aussi avec un autre chasseur de fantômes. Christophe n'était pas là, hors cadre de l'association. On aimerait revenir dessus, peut-être expliquer des éléments qu'on n'a pas pu expliquer à l'époque, mais qu'avec des nouveaux éléments, des connaissances qu'on a accumulées au cours de l'année, qu'on peut peut-être expliquer à l'heure actuelle. Donc ce soir, je suis accompagné de mon ami Christophe de l'association Bonsoir. ERP03. Et j'aimerais faire aussi un gros remerciement aux personnes qui ont vu et qui ont apparemment adoré la dernière enquête, le premier épisode de saison 2 sur l'orphelinat. Il y a eu de très bons retours, donc merci à tout le monde. Si vous passez dans le coin, un grand merci. On va commencer par ordre chronologique. Le premier, ça a été le château d'Ozon, donc ça a été une contre-enquête, on va dire. Donc du coup, on va commencer avec l'enquête au château d'Ozon, donc le premier épisode de la saison 1. Et on va commencer par le premier phénomène qu'il y a eu par ordre chronologique dans cette enquête. Phénomène pas forcément paranormal, hein. Qu'on se le dise, mais c'est un phénomène sonore. Donc c'est environ à 7 minutes... 7 minutes 30, on va dire. Je vous laisse écouter et on en reparle après. Bah, moi j'ai cru voir du coin de l'œil, si tu veux, après. Non, je pense pas. Non, bah, moi, ouais, ça faisait peut-être, je sais pas, 1m20. Non, je pense pas. Non, bah, moi, ouais, ça faisait peut-être, je sais pas, 1m20. Non, je pense pas. Non, bah, moi, ouais, ça faisait peut-être, je sais pas, 1m20. Donc du coup, là, on a entendu, donc si tu t'en souviens, Christophe, on a entendu une espèce de cri de bestiole ou je ne sais pas quoi. Voilà, tout à fait, oui. Euh, C'est au moment où on marchait dans cette fameuse cave. ouais, c'est ça, ouais. C'est au moment où on marchait, donc du coup, on revenait de la pièce, on avait eu une mesure au millimètre, environ 4 ou 6 milligauss, Ouais. Mm. et au moment où on se rendait dans le couloir, on marchait, donc on était tous ensemble. Le dictaphone était posé, donc on allait vers le dictaphone en fait, qui était dans la première pièce de Exactement. la cave. Et du coup, à l'analyse, bah, on entend cette espèce de cri d'animal, ou pour moi, sur le moment, ça ressemble vraiment à une espèce de cri bestial. Mm. Donc je vais donner mon avis tout de suite là-dessus, et après tu donneras le tien. Mon avis, avec du recul là-dessus, c'est que, bon, il y a une mesure 4-6 milligauss. C'est élevé, malgré tout, je pense que ça peut quand même arriver qu'il y ait une onde qui se balade comme ça, ou qu'on ait bougé un petit peu trop peut-être le melmeter à ce moment-là, que ça ait fait une fausse mesure. Ça peut arriver. Pour le bruit en lui-même, je me dis que ça peut quand même être bien un bruit de vêtements qui frottent sur un mur. Alors je vais m'expliquer pourquoi je pense ça. Donc on a eu pas mal de soucis avec des échos, la dernière enquête, donc on a un peu retravaillé notre acoustique, on va dire. Et du coup, on avait l'enregistreur qui était posé donc au fond de la pièce. Nous, on parcourait le couloir. On avait l'impression que le bruit était plus fort du côté de l'enregistreur que de notre côté, du côté de ma caméra à moi. Mais alors, je pense simplement que c'est donc dû à un bruit de frottement de vêtements qui a frotté sur un mur, parce qu'on voit sur la vidéo que tu avais quand même euh, comment dire, une veste assez épaisse, assez rigide. Donc quand tu Mm. frottes sur le mur, forcément ça fait du bruit. Et du Exactement, coup, oui. je me suis dit que ça a pu se réverbérer, tu sais, dans le petit couloir de la cave, hein, tout simplement. Oui, parce que c'est carrément une petite cave voûtée, en fait, ce petit tunnel, on va dire, pour Ouais, aller c'est ça. accéder à une autre pièce, quoi. Et après, c'est arrivé, donc du coup, dans une pièce plus grande. Donc du coup, ça a peut-être pu amplifier le son sur le dictaphone. Donc après avoir pris quand même pas mal de recul, avec les connaissances qu'on a actuellement, je pencherais vraiment plutôt à 90% pour un bruit de frottement de vêtements. Voilà. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi, de tous ces phénomènes, enfin de ces deux trucs, s'ils sont liés, pas liés. Sachant les petits tests que l'on a fait en off ensemble, point de vue des melmetteurs et de tous ces appareils qui servent entre guillemets à la chasse des fantômes, et d'accord avec toi pour qu'il y ait une onde passante quelque part par là. Donc que ce soit de la basse ou de la haute fréquence. Donc on a capté un truc
par là est pas paranormal, entre guillemets. Oui, oui. Et point de vue du son, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'un point de vue que de toute façon, si, entre guillemets, on pouvait avoir une preuve de quoi que ce soit, entre guillemets, il ne faut aucun bruit. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on marche, il faut pas qu'on bouge. Regarde la dernière enquête qu'on a fait tous les deux, on a fait des grands moments de silence. C'est ce qui est important dans une enquête, et de faire ces grands moments de silence pour capter d'éventuels phénomènes de voix électronique. Bah, c'est ça, et puis aussi On- pour pas que ton cerveau, voilà, qu'il n'y ait pas une il trie trop. pareidolie du son, quoi. Ouais, mais même que ton cerveau, il Exactement. trie trop les bruits qu'il y a sur place, parce que s'il y a trop de bruit parasites, bah, ton cerveau, il va en trier énormément, que si tu fais pas de bruit, Exactement. il va en trier beaucoup moins, donc il va en laisser passer beaucoup plus. Exactement. Et avec le recul, quand tu fais les écoutes au niveau des sons, et se remémorer la scène, c'est ça qui est important. Ouais, et c'est pour ça Si que... t'as une pensée, je sais pas, on va dire que tu vas marcher, et tu as une pensée autre à ce moment-là de l'enquête, et ben tu vas pas faire le déclic, tu dises putain, c'est un bruit de frottement de mon habit qui a fait ça. À ce moment-là, tiens, oui, j'ai frotté le mur, et oui, ça peut donner ce son-là. C'est pour ça qu'en enquête, le mieux, faire des sessions PVE, parler, pas bouger. Au moment qu'il y a du mouvement dans une pièce, ça peut laisser et tout percevoir du grand n'importe quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça, et puis surtout sur un sol où il y a pas mal de débris, de cailloux, de poussière, etc. Exactement. On a vu aussi à la dernière enquête, l'orphelinat, que la réverbération du son, ça dépend des points de vue des caméras qui sont plus ou moins éloignés. Il y a un phénomène de bruit de pas que j'ai pris pour un PVE qui disait oui ou qui, Oui. mais quand on pousse un peu le truc plus loin, quand on analyse plus loin, on se rend compte que c'est juste un bruit de pas, que tu marches sur quelque Exactement, chose. exactement, ouais, c'est le craquement de l'objet que j'ai créé, en fait, moi-même. Sauf que Voilà. sur Et le que, son de ma caméra, qui était plus loin, le son était distordu parce qu'il y a beaucoup de réverbération. Ce qui fait que, vu qu'il y a beaucoup de réverbération, moi, la caméra n'a pas capté exactement comme le son était à la base. Et vu que toi, ton micro était plus près, ça a permis en fait d'identifier que c'était pas du tout un PVE, c'était juste un craquement. Parce que en fait, le micro était exactement, sur ta caméra et c'est toi qui marchais. Donc les réverbérations étaient quasiment exactement, ouais. nulles. Donc c'est une déformation du son aussi à cause de l'acoustique, quoi, en fait, À cause tout de ça, simplement. et, et comme le cerveau veut toujours donner un sens à un brouillon, et ben on a la tendance à entendre un mot. C'est ça. Du coup, pour conclure un petit peu conclure sur cette petite extrait de vidéo, ce qu'on pourrait faire pour justement éviter un petit peu de se faire prendre avec ça, c'est déjà dans un premier temps, au niveau des vêtements, essayer de prendre des vêtements qui sont mous, qui font pas de bruit quand on se balade. On n'y pense pas forcément, on se dit hop, il Exactement, y a plein de poches, je serai à l'aise, au chaud et tout ça. Les chaussures aussi, bon, on a exactement. vu que aussi l'orphelinat des chaussures qui couinent des fois, qu'on peut prendre pour des petits bruits d'animaux. Donc, Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que j'avais voilà. Ouais. Vivien, il dit ça parce que en fait, pendant l'enquête, on marchait puis on en fait des pif, pif. Et Et on ça, se disait, punaise, il y a une souris qui est il y a pas une très loin. souris. Mais en fait, c'était ma chaussure. C'est ça. Pas de bol. Bon, quand on le prend pour une souris encore, ça passe. Mais il y en a qui vont Ouais, sûrement le prendre pour voilà, une mauvaise autre interprétation, quoi. chose. Donc déjà, dans un premier temps, on peut faire ça. Dans un deuxième temps, quand vous faites une capture de son dans un endroit où il y a des gravats et tout ça, ce qu'on peut faire, c'est comme tu disais tout à l'heure, rester immobile le plus possible, Voilà. Faire sa ne, session ne pas PVE, poser bouger, faire sa session, voilà. et Poser ses questions, laisser un laps de temps de réponse pour pouvoir éventuellement laisser le temps de répondre aussi. Il faut un c'est temps de ça. réponse. Et voilà, c'est le grand silence. Ouais. Et je conseillerais aussi de mettre deux points de prise de son, un peu éloignés les uns des autres, justement pour voir si c'est pas une distorsion du son. Et toujours mettre aussi votre capture de son principale au milieu de la pièce, pour éviter justement les effets de réverbération, de déformation du son. Le principal, vous le mettez par exemple au milieu de la pièce, et l'autre, vous le mettez peut-être un peu plus proche de vous, ou à l'opposé de vous, peu importe, juste pour avoir au moins deux points de vue de capture de son, histoire de comparer les deux si vraiment vous avez un doute sur le machin, si vous entendez un truc, quoi. Comme ça élimine déjà beaucoup de parasites. Donc voilà pour cette partie du grognement, on va dire, du grognement du château d'Ozon.
qui, bon, un peu plus expliqué aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, hein, c'est normal, tout le monde évolue, tout le monde acquiert des connaissances. Donc ensuite, pareil au château d'Ozon. Donc là, c'était donc la première fois qu'on allait au Ozon. Donc là, c'est juste un plan pour encadrer, pour vous faire voir le piano, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué 3 notes sur le piano. Tin, 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 tin. Bon, en fait, ça fait 4. Ça fait pas 3, mais c'est pas grave. Donc j'ai joué 4 notes sur ce piano. J'étais avec ma binôme, j'ai joué 3 notes, et puis on s'est un petit peu baladé. Et à un moment, on te croise, je crois, Christophe. Oui, et puis on est monté, tu sais, dans la chambre du barbu, entre Voilà, on guillemets. est monté dans la chambre du barbu, et à ce moment-là, quand on passait, on a vu qu'il y avait l'autre morceau de l'équipe, on va dire, qui était en train de jouer aux échecs, pour essayer de faire un petit peu de provoque avec des possibles entités qui étaient par là. Détail important. Donc on monte dans une chambre un peu plus loin, à l'opposé carrément même, j'ai envie de dire. Et puis on fait notre truc et tout ça. Et toi, je crois que tu écoutes justement le piano jouer à ce moment-là. Exactement, qui a été enregistré sur le dictaphone. Et les mêmes notes aussi du coup. Et ben, tu sais, comme il y avait la Ghostbox qui marchait, on entendait une sonorité musicale au loin, mais je pouvais pas te dire si c'était exactement les mêmes notes. Mais tu supposes que c'était du piano, quoi. C'était le piano, ouais, parce que je l'ai entendu de mes oreilles. Et c'est là que je t'ai interloqué, j'ai dit, mais qui c'est qui joue de la musique là? Ouais, mais tu vois, sur le moment, ça m'a pas troublé, quoi. Et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire abstraction de ce moment, parce que bon, on n'a pas tous les éléments pour dire que c'était bizarre ou pas pour le moment. On est redescendu faire un petit débriefing avec toutes les équipes et tout ça. Et à un moment, il y a quelqu'un de l'équipe, Mathieu, qui nous dit ah, vous avez pas écouté, il y a le piano qui s'est mis à jouer, tout ça. Il a joué 4 notes, ça faisait tin, 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 tin. Je dis, bah si, c'est moi ça. Et puis du coup, je me suis dit, bon, on va quand même vérifier un petit peu niveau temporalité si ça colle bien. Enfin, moi, je lui dis que c'était avant que la partie d'échecs se finisse, que j'ai joué ces notes. Et pour lui, eh ben, ces notes étaient jouées après qu'ils aient fini de faire la partie d'échecs. Manque de bol, on avait mis des caméras fixes, hein, comment dire, caméras de surveillance en fait, et qui n'ont pas marché, donc de bol. Il à ce moment-là, donc on peut pas vérifier ce qui s'est vraiment passé, s'il y a eu un souci de temporalité ou pas. Donc je suis pas avec plus de recul, toi, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Avec le recul, sachant que le propriétaire du château avait des hôtes, est-ce que ce serait pas eux qui se sont mis, entre guillemets, à faire quelque chose pour nous faire croire justement qu'il s'est passé une chose? Peut-être qu'on nous joue un tour, sachant que de toute façon, les caméras de surveillance que j'avais placées, des 15 sans fil, j'ai dit 15 ce soir-là, on va les tester. Et sachant que la bâtisse, avec les murs épais, on avait des problèmes de réception avec les ondes Wi-Fi, entre guillemets, des caméras. On peut pas dire qu'il s'est passé quelque chose de paranormal, d'extraordinaire ce soir-là. Donc on n'a aucune preuve visuelle à ce moment-là, quoi. Mais je pense qu'il faut séparer le problème en deux. Je pense qu'il y a eu déjà dans un premier temps un souci de temporalité. Il y a un des deux qui ne resitue pas bien la scène où je joue les notes. Que ce soit lui ou moi, un peu importe. Mais il y a eu, je pense qu'il y a eu un souci de temporalité déjà à ce niveau. Il y en a un de nous deux qui se trompe sur la temporalité. Je pense déjà. Deuxième partie. C'est les pianos qu'on écoute, et je te rejoins aussi sur ta théorie que ça soit possible que c'est quelqu'un d'autre qui ait joué d'autres notes, mais comme tu dis, sur l'enregistreur, on peut pas écouter clairement. On peut pas certifier les notes que tu as jouées, parce que de toute façon, les notes que tu as jouées, à ce moment-là, je les ai pas enregistrées. Et sachant qu'on a fait la session PVE dans la chambre du barbu ensemble avec notre binôme, on a entendu de la musique, certes, pendant la session, mais est-ce que c'était réellement les notes que tu as jouées? Ça, on peut pas le dire, parce qu'il y avait déjà le brouhaha de la Ghostbox, entre guillemets, on ne pouvait pas définir avec l'exactitude les notes. Et on l'a bien entendu le piano jouer ce soir-là. Donc moi, je suis partant sur un petit plaisantin qui a dû faire ding. Et sachant que à ce moment-là, bah, nous, on n'a pas pu exactement, c'est tes notes. Ce qui nous a troublé, c'est que c'était plein de, comment dire, de coïncidences, les caméras qui marchent pas, le souci de temporalité, mais on peut pas vérifier. Ouais, c'est ça. On peut pas caractériser ça comme étant paranormal ou comme étant rationnel. Non.
Mais il y a quand même une plus grande chance que ce soit quand même rationnel et qu'il y ait deux soucis que j'ai cités un petit peu avant, quoi. Alors, maintenant on va s'attaquer à la ferme des Templiers qui a été fait avec Ghost Urbex, saison 1, épisode 2. Je vous resitue un petit peu la scène, on est dans une très vieille ferme templière, comme son nom l'indique. C'est vide. Il y a beaucoup de bois aussi, beaucoup d'humidité, beaucoup de neige, de pluie, de vent, tout ça, tout ça. Je vais vous faire voir la vidéo et on en parle après. Vous êtes là avec nous ce soir? Faites du bruit! Même un PVE nous suffira pour nous prouver que vous êtes là avec nous. Essayez de faire comme moi, je vais faire un petit signal qu'il faudra reproduire. Essayez de faire comme moi. 3 coups vite, 3 coups longs. Alors du coup, là on est bon, pas très tard dans la nuit, on est dans les escaliers, on essaye d'interpeller, je donne un signal que je demande de reproduire, et on écoute 10 secondes après que j'ai fait le signal à peu près, à peu près 10 secondes, on écoute une sorte de réponse, identique, la réponse vraiment c'est la même, c'est exactement le signal que j'ai demandé, et ça le fait après que je l'ai demandé, pas avant, mais après, juste après que je l'ai demandé. Là c'est un petit peu troublant à l'analyse, parce que sur le moment, bien sûr, on n'écoute pas. Et avec du recul, il y a des choses que j'ai pas pensé sur le moment. Déjà, j'ai pensé que ça pouvait être une coïncidence, par exemple de la pluie qui tombe tout simplement et que ça ait fait imiter mon signal, ou un volet qui claque qui ait imité mon signal. Et deuxième truc que j'ai pensé justement en analysant les fichiers de l'orphelinat, et ben, c'est tout simplement un phénomène d'écho. Parce qu'on sait que maintenant que l'écho, c'est... Ils sont... Il est coquin. Il fait un petit peu des farces, l'écho. Ça ressemble vraiment pratiquement trait pour trait, sauf qu'il n'y a pas deux échos, plusieurs échos, il y en a que un ici, mais ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on a eu à l'orphelinat. Donc, avec le recul, je me dis que c'est, pareil, 90% certain que ce soit un écho. Toi, t'étais pas sur les lieux, Christophe? Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène aussi? Simplement sur le quai de matière, tu avais frappé, si tu te souviens, C'était sur une porte en bois. une porte en bois. D'accord. Après, ça dépend de la matière, la vitesse où le son se propage, en fait, Ouais. la vitesse. Parce que tu as différentes matières, le fer, le bois, le marbre, où le son se propage à des vitesses différentes. Et à mon avis, c'est le son qui s'est propagé à une vitesse, je pense, plus à un écho, voilà, suivant les souvenirs comme c'était fait là-bas. Écoute, c'était dans une sorte de tour, non? Ça monte les escaliers. Ouais, bah c'est une sorte de tour, on était à peu près au milieu de la bâtisse. Bah c'est ouais, Ouais. c'est la tour qu'on voit sur la miniature en fait. Et c'était une cage d'escalier quoi en gros, on était au milieu du bâtiment, je tape sur du bois, Ouais. donc à mon avis ça a dû se propager un peu partout. La bâtisse était vide, Ouais, je pense. et c'est Mm. revenu très tard, et puis... donc ça je pense que le phénomène est vite expliqué, hein. Le mieux, entre guillemets, dans une enquête pour éviter de se tromper, encore une fois, est de donner des codes. On va frapper quelque chose. Par exemple, on fait tin, ta, ta, on peut te dire tin, ta, tu vois, en faisant le rapprochement. Toi, un code, si on fait 3 coups ou 4 coups, si ça répète le coup, on peut se tromper rapidement. Ah, tu l'expliques On avant, produit. t'attends Voilà, une par exemple, minute, comme ça t'es sûr que le son voilà, il est plus là, et tu te demandes de exactement. reproduire, mais tu fais que le début du signal. Et lui, Exactement, tu tu fais. demandes à ce qu'il fasse la fin. T'es sûr que c'est pas un écho, déjà. Donc voilà, la troisième enquête de la saison 1, c'était le Château Rose. Il y a trop rien à dire dessus, il y a pas eu énormément de phénomènes. Tous les trucs qu'on a eu, on a réussi à les expliquer directement à l'analyse. Par contre, on aimerait revenir sur l'utilisation des baguettes de sourcier, du K2 et de la Kinect. Pour moi, les baguettes, en ayant filmé à peu près deux enquêtes où on a utilisé les baguettes, ce qui s'avère, c'est qu'à l'analyse, il y a toujours un micro-mouvement. Toujours.
sur de multiples sessions, même si c'est infime, il y a soit un mouvement de la main, un petit mouvement idéomoteur comme ça, de nerf, soit un mouvement du corps qui penche avant, arrière, sur le côté, peu importe. Que vous soyez assis, que vous soyez à genoux, debout, votre corps il va forcément bouger un moment. Bizarrement, les baguettes bougent exclusivement lorsque le corps bouge. Les baguettes vont pas bouger quand le corps ne bouge pas. Il y a deux solutions. Soit les baguettes ne servent pas du tout à communiquer avec soi-disant au-delà, c'est simplement des mouvements idéomoteurs, soit c'est quelque chose, une force qui nous fait bouger, qui nous induit de bouger en fait, pour faire bouger les baguettes pour répondre. Donc ça agirait pas directement sur les baguettes, mais sur nous. Mais pourquoi ça agirait sur nous et pas sur les baguettes? C'est quand même plus facile d'agir directement sur des baguettes que sur nous. C'est les deux seules, possibilités que je vois pour le moment. Voilà pour ce que je pense des baguettes. Si tu as des trucs à rajouter. Alors déjà, moi, les baguettes de sorcier et l'utilisation de ces baguettes, ça sert simplement à chercher des sources d'eau, des champs telluriques, ce genre de choses. Moi, les baguettes de sorcier ne servent qu'à ça. Nous, on va servir d'antenne et les baguettes de récepteurs et en aucun cas à communiquer, entre guillemets, avec l'au-delà. Il y a toujours des micro-mouvements, comme tu l'as expliqué, les tremblements et tout. Et tu regardes les gens qui s'exercent avec le pendule, on voit la main trembler, dites oui, dites non, le sens inverse, dans le sens d'une aiguille de montre ou autre. Et on voit qu'il y a une tendance consciente et qu'il y a le mouvement, micro-mouvement qui fait que va osciller le pendule d'une certaine façon que tu l'as demandé. C'est juste un instrument de mesure, entre guillemets, un instrument de recherche de sources et autres. Et c'est vrai que les baguettes de sorcier, tu t'en sers pas mal en géobiologie. Tu as l'échelle de Schroeder. C'est un physicien autrichien qui a inventé on va dire, c'est la première baguette de sorcier, entre guillemets. Échelle, c'est simplement une réglette que, quand tu as des champs telluriques, ça a une graduation avec comme une règle et qui fait que ça monte et que ça descend automatiquement tout seul. Après, c'est dommage parce que ces instruments-là ont été déroutés dans le spiritisme. Oui, comme beaucoup et d'ailleurs. Ça n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir là-dedans. Ah ouais, c'est ça. Après, ça coûte rien d'essayer, mais je pense que le problème qu'il y a actuellement avec les enquêteurs, c'est qu'ils font des enquêtes, mais ils poussent pas l'analyse assez loin. Exactement. Et ce qui est dommage chez certains enquêteurs, entre guillemets, c'est qu'ils n'étudient pas à quoi sert cet instrument. À la rigueur, c'est comme prendre une perceuse et tu sais pas à quoi ça sert, tu touilles ton café avec, quoi. Exactement. Ça peut, hein, ça peut servir, mais enfin, c'est un peu grossier comme exemple, mais c'est un peu ça, quoi. La base, c'est de bien connaître son matériel, savoir quand il réagit, pourquoi il réagit, sur quoi il réagit. Et déjà, partant de là, ça élimine beaucoup d'erreurs. Ça peut l'utiliser. Après, tu leur apportes A plus B, qu'il y a des choses qui sont explicables. Dommage, ils l'entendent pas. Après, je comprends qu'il y ait des mouvements spirit qui vraiment, voilà. Après tout, il en faut pour tous les goûts, hein. J'ai rien contre ça. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il y a que de ça. Personne n'est rationnel actuellement. C'est pas possible, faut qu'il y ait une égalité un petit peu quand même. Même ceux qui se prétendent rationnels, j'ai envie de dire, faites attention, hein. Et puis chercher des explications à tout prix sur quelque chose qu'on n'a pas, c'est pas non plus forcément être rationnel. La rationalité, c'est d'expliquer le plus gros, en grande partie, le phénomène. Si t'arrives pas à expliquer le reste, t'arrives pas à expliquer le reste. Bon, c'est frustrant, ça je le sais. L'écho de l'orphelinat, j'en suis encore frustré. Il y a des questions en suspens que j'arrive pas à comprendre. Non, c'est comme ça. On peut pas tout comprendre. C'est là où je voulais en venir, justement. C'est ce que tu dis. Et même si tu es rationnel, il faut apporter une véracité, une preuve de ce que tu dis. Oui, et puis tout peut être expliqué, mais peut-être pas forcément à 100% non plus. Exactement. Donc faut faire la part des choses. T'as peut-être une grande partie du phénomène qui sera expliqué, mais il y a 2-3 petits points que t'arrives pas à éclaircir. Mais ça veut pas dire que c'est paranormal. Ça veut dire que t'as pas réussi à y éclaircir. On a débordé un peu sur le sujet. On se met bien, c'est pas grave. Fallait en parler à un moment donné, de toute façon. Que ce soit les baguettes, le pendule, on y range dans le même sac. C'est vraiment, pour moi, pour Christophe aussi, beaucoup de mouvements idéomoteurs et du détournement d'objets. On en a utilisé en enquête parce qu'il fallait essayer, faut tout essayer. On en utilisera plus. C'est un peu comme les K2. Je suis pas sûr qu'on en utilise
tant que ça maintenant. On va dire que ça nous sert beaucoup plus de support pour faire des mesures chez des particuliers. Voilà. Le K2, entre guillemets, on va le mettre à la poubelle et on va beaucoup se servir de l'ESI 24. Ouais, déjà beaucoup plus précis. Il sépare un petit peu HF, basse fréquence et tout ça. On voit exactement d'où ça provient. Après, c'est comme tout. Le K2, tu peux t'en servir pour communiquer, pour vraiment développer un code infaillible, que tu es sûr qu'il n'y ait aucune onde qui passe, donc il faut que tu puisses vérifier qu'il n'y a eu aucune onde qui est passée. Personne, c'est pareil, à part nous. J'ai envie de dire, je les ai jamais vus. Non, parce qu'il faudrait une cause, le K2, leurs effets à côté. Oui, mais il faudrait aussi que ce soit une réponse intelligente, que ce soit cohérent avec ce que tu demandes. Exactement. Donc, tu peux avoir le K2 qui est aussi. Après, on peut dire, vous me faites bouger tel objet, vous me donnez un dictaphone, vous faites ci, vous faites ça, vous faites là. Après, le K2, si tu changes le code réponse, à chaque fois, il te donne la bonne réponse sur, je vais grossir un peu le truc, sur 100 fois, il y avait quelqu'un au bout du fil, quoi, en gros, mais... Là, oui, s'il y a une interaction intelligente, entre guillemets, oui. Voilà, mais sur une centaine de fois, par exemple, c'est indéniable, quoi. Donc, on peut dire ça sur 2-3 fois, ça peut être sur le coup du hasard. En gros, c'est possible, mais improbable. Et puis ensuite, on peut enchaîner sur la Kinect, pour terminer un petit peu ce petit retour qu'on a aussi eu l'occasion d'utiliser dans le Château Rose. 3e épisode et dernier de la saison 1, Enquête de paranormal, et du coup, on a pu un peu se rendre compte aussi de la fameuse Kinect. Alors, il s'avère que la Kinect, je te laisse commencer. Tiens, allez, je vais être poli. Vas-y, à toi. La Kinect, elle a ses défauts. Ses défauts que, en fait, elle va capter tout et n'importe quoi. On va dire que, je sais pas, une poutre qui sera, comme on avait vu dans l'enquête, il y a une poutre juste au-dessus d'un autre collègue, et puis on voit au loin une forme humanoïde ça danse dans tous les sens. Et en fait, la Kinect, elle a tendance à capter un petit peu peut-être la forme de la personne et fait un mélange de ce qu'elle perçoit un peu de tout, quoi, en fait, un peu. Faut savoir que c'est pas non plus des capteurs super puissants. Voilà, c'est ça, c'est destiné entre guillemets au jeu, quoi. C'est pas pour capter entre guillemets un fantôme, voilà. Et on peut avoir une chaise, je sais pas, en plein milieu de la pièce, et cette chaise, elle va tout de suite se transformer en petit bonhomme humanoïde qui va bouger dans tous les sens, parce que la Kinect, elle va pas faire la différence entre un être humain et un objet. Je pense avoir un petit début d'explication, je viens d'y penser là à l'instant, mais vu que le capteur est pas très puissant, ils ont dû mettre une sensibilité quand même très très basse. Ouais. Vu que c'est destiné à détecter des personnes dans un salon, et vu que c'est un capteur de mégapixels, ça fait pas des miracles, ça détecte pas précisément tous les points d'un corps humain. Il est vrai que quand on voit les personnes qui utilisent la Kinect avec des petits personnages, qu'on va dire, tiens, touche l'épaule du collègue, lève un bras, lève l'autre bras, enfin bref, ça reste du hasard, et malheureusement, c'est pas une preuve. Comme on disait tout à l'heure, pour avoir une preuve, il faut cause. Oui. Effet. Ou une répétition, une centaine de fois et 0 faute, quoi. Exactement. Voilà. Après, c'est pareil, il faut essayer. Je pense que ça serait plus intéressant de travailler avec une caméra thermique à la rigueur qu'avec une Kinect. Oui, tout à fait. On aurait plus tendance à voir, je sais pas, peut-être une forme humanoïde, entre guillemets, si ça se manifeste, entre guillemets, parce que il y a des théories qui disent, après, c'est juste des théories, des théories qui disent que, il y a des sensations de froid, quand il y a quelque chose qui est là, enfin bref, ça permettrait de visualiser ces sensations, entre guillemets. Oui. Parce que, je sais pas, on va dans une enquête chez un particulier, il peut dire, dans ce piège, je me sens mal parce que je sens souvent un courant d'air dans la nuque, c'est froid, je suis mal à l'aise, je me sens observé, bref, une pataquès. Donc, on peut rentrer en compte des champs électromagnétiques assez costauds qui créent toute cette imagination. Et de plus, un endroit où, dans le mur, justement, il y a un petit trou dans le coin qui fait qu'il y a un courant d'air qui passe. Et grâce à une caméra, on va voir les fuites thermiques qu'il peut y avoir dans une pièce. Ouais. Et expliquer justement à ce événement qui pense avoir un truc paranormal, mais en fait c'est explicable. Après c'est le même problème, je pense que c'est le cercle vicieux, les gens sont pas informés, donc ils regardent les mauvaises personnes, donc ils sont encore moins informés,
donc ils regardent les mauvaises personnes. Je pense que c'est un peu le cercle vicieux. Il faudrait réussir un petit Mm. peu à casser justement cette boucle, Ça, ce ouais. cercle vicieux, mais pour le faire, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux que d'enquêteurs un peu rationnels comme nous, pour que justement que ça mette en route un équilibre, parce que là, il y a zéro équilibre. C'est un fantôme, c'est une poussière qu'on photographie, par Ah, exemple. Voilà, bon, ça, les orbes, oui. c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans un live, mais voilà. Bon, voilà, petit coup de gueule du soir. Bon. On a un peu débordé sur les sujets qui auraient dû être traités. Voilà, et C'est bon. puis même si on déborde un peu, ça rentre quand même un petit peu dans le cadre, parce que c'est ce qu'on a vu passer justement sur les réseaux sociaux, sur plein de trucs. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein. Elle a déjà duré plus longtemps qu'il ne fallait. Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Bon, elle va durer moins longtemps, logiquement. Il y aura des moments coupés. Ouais. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc on a souhaité revenir donc, sur tous ces petits phénomènes avec plus de recul, parce que je pense que c'est important aussi, ça fait partie de l'analyse, de revenir sur certains phénomènes qu'on n'a pas expliqués, que maintenant on peut peut-être expliquer avec les connaissances qu'on a acquis au fil des ans, en partageant avec plusieurs personnes, tout ça. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah secret, hein, un petit pouce bleu, un petit partage, vous abonner si c'est pas le cas. Et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être des lives. Clin d'œil, clin d'œil. À bientôt. Merci, au revoir.